Bonsoir et bienvenue dans ce voyage au cœur d'un mystère oublié. Avant de plonger dans les rues brumeuses de Bordeaux en 1912, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quelle ville et à quelle heure vous nous rejoignez pour cette histoire. Le récit qui va suivre ne sort pas de l'imagination d'un romancier, mais des pages jaunies d'archives que le temps a failli effacer. Il est reconstitué à partir de l'encre pâlie des rapports de police, des fragments de journaux locaux comme « La Petite Gironde » et des registres d'un hôpital, dont il ne reste aujourd'hui que le nom d'une rue. C'est l'histoire d'une femme et d'un incendie, une tragédie où la beauté et l'horreur se sont entrelacées dans une danse macabre, laissant derrière elle une cicatrice invisible sur elle, âme de la ville. Une affaire qui commence avec une simple chanson dans les rues du port. Bordeaux, en cette année 1912, est une cité de clairs-obscurs saisissants. D'un côté, l'opulence des négociants en vin s'affiche sur les façades néoclassiques du quai des Chartrons, où le progrès s'incarne dans le sillage des tramways électriques. De l'autre, dans les entrailles des quartiers populaires comme Bacalan ou Saint-Michel, une misère crasse s'accroche aux murs suintants. L'air y est un mélange entêtant d'odeurs salines venues de la Garonne, des épices exotiques et du cri perçant des mouettes. C'est dans ce décor que survit Élise Moreau, une figure que tout Bordeaux connaît sans vraiment la voir. Surnommée la Fauvette écarlate pour sa chevelure rousse flamboyante, cette artiste de rue atteinte de nanisme est perçue comme un bibelot humain, une curiosité poétique dont la voix mélancolique charme les passants et leur arrache quelques pièces. Une image de fragilité et d'innocence. Pourtant, derrière cette façade de poupée de porcelaine, se cache un secret terrifiant. Un lien inavouable avec l'une des plus grandes tragédies que la ville ait connue. L'incendie dévastateur de l'hôpital Saint-Sébastien. Alors que les journaux officiels ne parleront que d'un accident, une autre histoire se murmure dans l'ombre. Une histoire consignée dans des témoignages que la police a jugés trop confus pour être crédibles. C'est le récit d'un spectre dansant sur les cendres encore chaudes du bâtiment. Une petite silhouette rousse se découpant sur le brasier comme une prêtresse d'un rituel infernal. Cette silhouette, plusieurs témoins l'affirment, était celle d'Élise Moreau. Comment cette créature, que l'on disait à peine plus haute qu'un enfant, a-t-elle pu être associée à une telle destruction, à un événement qui a coûté la vie à des dizaines d'âmes? Les archives officielles, notamment un rapport succinct de l'inspecteur principal Dubois, classent l'affaire rapidement. L'incendie est attribué à une chaudière défectueuse dans l'aile des indigents, une tragédie prévisible dans un bâtiment vétuste. Mais une note en marge, presque illisible, consigne le témoignage confus d'un veilleur de nuit qui, avant de sombrer dans la folie, a parlé d'une petite silhouette dansante, aperçue dans la lueur des flammes, fredonnant un air inconnu alors que le monde autour d'elle s'effondrait. La Fauvette écarlate, était plus une chanteuse, mais une pyromane, une sorcière, un démon. La question qui hante encore les quelques documents qui nous sont parvenus est insondable. Comment une femme si frêle, connue pour sa voix d'ange, a-t-elle pu se retrouver au centre d'un tel vortex de destruction et de mort? Était-elle une victime collatérale, un témoin silencieux? Ou elle, étincelle même qui a tout consumé? Bordeaux, en cette année 1912, se présente comme une toile de maître, où les dorures de la prospérité cachent mal les fissures de la misère. C'est une cité portuaire vibrante, un cœur économique, dont les pulsations sont rythmées par le commerce du vin. Sur les façades majestueuses du quai des Chartrons et de la place de la Bourse, la bourgeoisie d'affaires affiche une opulence sereine, se déplaçant dans le sillage des nouveaux tramways électriques, symbole éclatant d'une modernité triomphante. Pourtant, cette façade de progrès et de richesse se dérobe dès que l'on s'aventure au-delà des grands axes. À quelques rues seulement de cette vitrine impeccable, un autre Bordeaux respire. Un monde de ruelles étroites et sombres, où la lumière du jour peine à percer, et où la survie est une lutte quotidienne, loin des regards des puissants. Dans les quartiers populaires comme Bacalan ou Saint-Michel, la vie s'agglutine dans une promiscuité dense et bruyante. L'air y est un mélange capiteux, presque palpable, où l'odeur saline de la Garonne se mêle au parfum des épices venues des colonies, aux relents de charbon et à sel, âcreté des tanneries. Le cri perçant des mouettes se superpose au vacarme des marchés, et aux appels des marchands ambulants. C'est un labyrinthe de pavés humides et de murs suintants, un univers où chaque fenêtre semble épier la voisine, où les secrets et les rumeurs naissent et meurent au coin d'une rue. C'est dans ce décor à la fois plein de vie et d'oppression, dans une modeste chambre de bonne près du marché des Capucins, que vit une âme solitaire, une artiste, dont la présence est à la fois une évidence et une énigme. Le climat social de l'époque est un paradoxe fascinant. La Belle Époque, avec son optimisme scientifique et ses avancées technologiques, prétend avoir chassé les ombres du passé. On célèbre la raison, le progrès et l'hygiénisme, mais sous ce vernis de rationalité,
les anciennes peurs et les superstitions demeurent profondément ancrées dans l'inconscient collectif. Dans les foyers modestes comme dans certains salons bourgeois, on redoute encore le mauvais œil. On consulte des guérisseurs et on se méfie de ceux qui sortent de la norme. Une personne comme Élise Moreau, avec sa particularité physique et son aura de mystère, cristallise parfaitement cette ambivalence. Elle est à la fois un objet de pitié poétique pour les esprits éclairés et une créature étrange, un possible porte-malheur pour les âmes plus craintives. La vérité officielle, celle qui est destinée à rester, est écrit chaque jour à l'encre noire sur le papier fragile des journaux. À Bordeaux, la petite Gironde fait autorité. Le quotidien volate avec un ton factuel et rassurant les événements de la cité. Les arrivages de navires, les cours du vin, les faits divers mineurs, et les décisions du conseil municipal. Il est le miroir que la ville se tend à elle-même, un miroir qui reflète une image ordonnée et prévisible du monde. C'est dans ces colonnes que l'incendie de l'hôpital Saint-Sébastien sera consigné, comme un simple accident technique, une tragédie regrettable, mais explicable. Pourtant, ce que le journal ne dit pas, ce qu'il ignore ou choisit de taire, fermente déjà dans les murmures de la ville, constituant une contre-histoire bien plus troublante. L'hôpital Saint-Sébastien, aujourd'hui disparu des cartes de la ville, est alors une institution aussi imposante que redoutée. Bâti sur plusieurs siècles, c'est un conglomérat de bâtiments au style disparate, une forteresse de pierre qui abrite la misère et la maladie de la ville. Pour beaucoup, y entrer est un voyage sans retour. Si ces ailes réservées aux patients payants offrent un semblant de confort moderne, l'aile des indigents, celle qui sera ravagée par les flammes, est un lieu de dénuement total. Les rapports sanitaires de l'aile, époque, si on prend la peine de les consulter, décrivent des dortoirs surpeuplés, un chauffage défaillant, et une hygiène précaire. C'est un lieu que la bonne société préfère ignorer, un dépositoire des vies que l'on ne veut plus voir, un secret architectural au cœur même de la cité. L'ombre des clochers étend sur la conscience de la ville. Bordeaux est une cité profondément catholique, rythmée par le son des cloches de la cathédrale Saint-André ou de la basilique Saint-Michel. La religion offre un cadre moral, un refuge spirituel et un puissant outil de contrôle social. La charité est une vertu encouragée, mais le jugement divin est une menace constante. Les prêtres, comme celui de l'Église Sainte-Croix que croisera notre enquête, sont des confidents, des guides, mais aussi des gardiens de l'ordre moral. Dans ce contexte, toute déviance, toute étrangeté est rapidement interprétée à travers le prisme du péché ou de l'influence maligne. Une silhouette dansant au milieu des flammes ne peut être qu'une vision diabolique, une manifestation du mal défiant le ciel lui-même. Ainsi, Bordeaux en 1912 n'est pas seulement un lieu, mais un véritable personnage de notre histoire. C'est un théâtre d'ombre et de lumière, une scène où la modernité la plus éclatante côtoie les archaïsmes les plus tenaces. Chaque rue pavée, chaque façade sculptée, chaque écho sous les voûtes d'une église participe à l'atmosphère qui rendra la tragédie possible et son mystère si impénétrable. Comment une ville si fière de son histoire et de sa culture a-t-elle pu devenir le décor d'un drame aussi inavouable ? Et comment les secrets enfouis dans les murs de l'hôpital Saint-Sébastien ont-ils pu converger vers une seule et même personne, la frêle et insaisissable Fauvette écarlate ? Au cœur de ce Bordeaux contrasté, évolue une figure que la mémoire collective a façonnée sous le nom d'Élise Moreau, mais que la rue connaît mieux sous son surnom poétique, la Fauvette écarlate. Les témoignages de époque, recueillis dans les carnets de notables ou les souvenirs des commerçants du centre-ville, la dépeignent comme une apparition presque irréelle. Sa chevelure, d'un roux si intense qu'elle semblait capturer la lumière du couchant, formait un contraste saisissant avec sa silhouette menue, marquée par le nanisme. Chaque jour, elle offrait sa voix aux passants pressés, une voix d'une pureté mélancolique qui, élevait au-dessus du brouhaha de la ville, capable de suspendre le temps pour quelques pièces de monnaie. Pour le Bordelais moyen, elle était une curiosité charmante, une note de poésie fragile dans le grand opéra urbain, un bibelot humain dont on admirait la beauté sans jamais songer à la complexité. Cette perception publique révèle un paradoxe social cruel. Élise Moreau est à la fois intensément visible et profondément invisible. Sa particularité physique attire tous les regards, faisant d'elle un spectacle permanent sur la scène des rues pavées. Cependant, cet intérêt s'arrête à sa surface, à telle étrangeté de sa forme. Personne ne cherche à voir la femme derrière la fauvette. Elle est un objet de pitié pour les dames de la bourgeoisie, une source d'émerveillement pour les enfants, mais rarement une interlocutrice. Les archives sociologiques de l'université, bien que postérieures, analysent cette dynamique, comme typique de la Belle Époque. La marginalité est esthétisée, transformée en divertissement, pour mieux la maintenir à distance. Élise existe dans le regard des autres,
Mais sa véritable identité demeure un territoire inexploré, une citadelle silencieuse au milieu de la foule qui l'observe. Sa vie privée se déroule dans une solitude presque monacale, au sein d'une modeste chambre de bonne nichée sous les toits, à 2 pas du vibrant marché des Capucins. Le contraste est saisissant entre le vacarme incessant du marché en contrebas, un tourbillon de couleurs, d'odeurs et de cris, et le silence pesant de son refuge. Un rapport d'inventaire de la police, dressé bien plus tard, décrira un lieu d'une propreté méticuleuse et d'un dénuement quasi total. Un lit de fer étroit, une petite table, une chaise, et une pile de livres usés. Par l'unique lucarne, son regard ne pouvait embrasser que les toits d'ardoise et un fragment de ciel. Cet espace exigu saine était pas seulement un logis, mais le reflet d'un esprit discipliné et contenu, un monde intérieur protégé des intrusions du monde extérieur, un royaume secret où elle était la seule souveraine. Les registres municipaux sont laconiques sur ses origines, ne mentionnant qu'une naissance de parents inconnus. La légende qui l'entoure, colportée par les autres artistes des rues, veut qu'elle ait été élevée par une troupe de saltimbanques, qui parcourait le sud de la France. C'est auprès d'eux qu'elle aurait appris à chanter, à jouer la comédie, et surtout, à survivre. Cette éducation nomade, sans racines ni attaches, aurait forgé en elle une résilience farouche, mais aussi une méfiance instinctive envers autrui. La rumeur prétend que la troupe l'aurait abandonnée à Bordeaux, la laissant seule face à une ville qui ne lui offrait aucune protection. Elle est une naufragée sociale, une âme sans port d'attache, ce qui explique peut-être pourquoi elle n'a jamais cherché à nouer de liens durables, se sachant perpétuellement de passage, même dans l'immobilité. Ceux qui ont eu la chance d'échanger plus que quelques mots avec elle brossent un portrait bien plus complexe que celui de la simple chanteuse des rues. Le tenancier du cabaret Le Chat Noir, où elle se produisait parfois les soirs de pluie, la décrit dans une déposition comme une femme à l'intelligence vive et à la répartie acérée. Ses réponses, souvent teintées d'une ironie mordante, déconcertaient ceux qui s'attendaient à une créature naïve et soumise. Mais cette vivacité d'esprit était constamment voilée par une mélancolie profonde, une tristesse insondable qui semblait émaner du plus profond de son être. Était une douleur ancienne, une blessure que ses chants les plus poignants ne parvenaient qu'à effleurer, sans jamais la guérir. Elle portait son passé comme un vêtement invisible, lourd et sombre, qui contrastait avec l'effet, éclat de sa chevelure. Plus troublants encore sont les récits de ses absences. Plusieurs témoins, dont un bouquiniste de la rue Sainte-Catherine, rapportent des moments où Élise semblait se déconnecter subitement de la réalité. Au milieu d'une conversation ou d'une chanson, son regard se vidait, se fixant sur un point invisible que personne d'autre ne pouvait voir. Son visage devenait une toile blanche, dépourvue de toute expression, comme si son esprit voyageait dans un ailleurs lointain et inaccessible. Ces épisodes, qui ne duraient que quelques secondes, laissaient une impression de malaise durable sur ceux qui y assistaient. Était comme observer une bougie éteindre et se rallumer sans raison. Ces moments de vacances, interprétés par les plus superstitieux, comme des signes de folie ou de possession, étaient peut-être les fissures par lesquelles on pouvait entrevoir la véritable nature de son tourment intérieur. À la nuit tombée, lorsque la ville se drapait de silence et que les ombres allongeaient les rues, une autre Élise se révélait. Loin des regards curieux, elle avait pour habitude d'arpenter les quais de la Garonne, une silhouette solitaire se déplaçant avec une détermination silencieuse. Un rapport de la garde de nuit mentionne l'avoir vue à plusieurs reprises, marchant le long des eaux sombres, indifférente au froid et à l'humidité. Durant ses pérégrinations nocturnes, elle ne chantait plus pour un public, elle fredonnait pour elle-même. Les airs étaient étranges, des mélopées sans paroles aux sonorités archaïques, que personne ne connaissait. Ce était plus un spectacle, mais un rituel intime, une communion secrète avec la nuit, le fleuve et les fantômes de la ville endormie. Ces déambulations ne se limitaient pas aux quais illuminés par les quelques becs de gaz. Ses pas la menaient souvent vers les recoins les plus sombres de Bordeaux, à travers le labyrinthe de ruelles du quartier Saint-Michel, et, de plus en plus fréquemment, aux abords de l'imposante masse de l'hôpital Saint-Sébastien. Elle pouvait rester là, immobile pendant de longues minutes, à contempler les hauts murs aveugles de l'édifice, comme si elle cherchait à en percer les secrets par la seule force de sa concentration. Cette fascination pour ce lieu de souffrance est, a posteriori, l'un des indices les plus troublants. Elle ne semblait pas y être attirée par hasard. Était une veille, une observation patiente et méthodique. Elle semblait guetter quelque chose, ou peut-être quelqu'un, derrière ces murs qui renfermaient tant de misère. Ainsi se dessine le portrait d'une femme double. D'un côté, la fauvette écarlate, figure publique, poétique et fragile, dont la voix enchantait Bordeaux. De l'autre, Élise Moreau, elle, être secret, l'intellect acéré, elle,
âme tourmentée par une mélancolie ancienne et des rituels nocturnes. La ville entière pensait la connaître, mais ne voyait que le personnage qu'elle avait créé pour survivre. Personne n'avait accès à la forteresse de son esprit, à ses motivations profondes, ou à la nature des ombres qu'elle côtoyait la nuit. Cette femme, qui vivait en marge d'un récit écrit par les autres, se contentait-elle d'observer en silence les secrets de la cité? Ou était-elle déjà en train de tisser les fils de sa propre et terrible histoire? Avant que le ciel de Bordeaux ne s'embrase dans la nuit du 14 novembre 1912, une subtile dissonance avait commencé à troubler la mélodie poétique d'Élise Moreau. Sa figure, jusqu'alors perçue comme une touche de grâce fragile dans le tumulte urbain, commençait à se charger d'une aura plus inquiétante. Les premiers signes ne furent pas des accusations formelles, mais des murmures insidieux, des frissons collectifs qui parcouraient elle, et Chine des plus superstitieux. Était un changement presque imperceptible, comme une note fausse dans une partition familière, un pressentiment qui flottait dans l'air humide des ruelles, annonçant que la fauvette écarlate N était peut-être pas l'oiseau innocent que l'on croyait. La ville, sans encore le savoir, commençait à regarder sa créature la plus singulière, avec un mélange de pitié et de crainte, une dualité qui allait bientôt basculer dans l'effroi. Les rumeurs les plus tenaces prirent racine là où la vie était la plus dense et la plus crue, au cœur du marché des Capucins. Certains commerçants, dont les témoignages informels furent plus tard recueillis par des curieux, se mirent à la qualifier de « porte-malheur ». On racontait à voix basse que son passage précédait toujours un incident fâcheux. Un jour, était un étal de poissons qui s'effondrait inexplicablement quelques minutes après qu'elle eut fini de chanter à proximité. Un autre, une dispute violente, qui éclatait entre deux vendeurs juste après qu'elle leur eut adressé un sourire énigmatique. Ces coïncidences, d'abord anecdotiques, se transformèrent en un motif sinistre dans l'esprit des gens simples. Sa chevelure rousse, N, était plus seulement un éclat de beauté, mais un signal d'alarme, la couleur d'un mauvais présage. Cette méfiance N était pas un simple préjugé, mais le symptôme d'une peur plus profonde, ancrée dans l'inconscient collectif d'une époque qui, malgré ses tramways électriques et ses avancées scientifiques, n'avait pas encore chassé tous ses fantômes. La singularité physique d'Élise, sa vie en marge, son aura de mystère, faisait d'elle le réceptacle idéal des angoisses populaires. Elle incarnait l'inconnu, l'imprévisible, tout ce qui échappait à l'ordre rassurant de la société bourgeoise. Dans les quartiers populaires, où la foi et la superstition se livraient une bataille silencieuse, sa présence était interprétée comme un signe, une perturbation dans le tissu du réel. Elle était une anomalie vivante, et dans un monde qui cherchait désespérément la normalité, toute anomalie pouvait être perçue comme une menace. Le murmure le plus troublant vint cependant d'une source en apparence innocente. Les enfants. Plusieurs gamins des rues, qui jouaient souvent près des hauts murs aveugles de l'hôpital Saint-Sébastien, affirmèrent l'avoir vue, quelques jours avant le drame, dans une attitude étrange. Loin de chanter pour un public, elle était seule, accroupie, traçant du bout du doigt des symboles complexes dans la poussière du chemin. Selon leurs descriptions confuses, il ne s'agissait ni de lettres ni de dessins enfantins, mais de figures géométriques complexes, des sortes de labyrinthes ou de sceaux, qu'elle dessinait avec une concentration intense, avant de les effacer d'un revers de main. Son visage, disait-il, était alors dépourvu de toute expression, comme si elle obéissait à un ordre venu d'ailleurs. Pour la bourgeoisie éclairée et les esprits rationnels de Bordeaux, ces histoires N étaient que des fantasmes d'enfants ou des superstitions de gens sans éducation. On souriait avec condescendance de ces contes de bonnes femmes, qui fleurissaient dans l'ombre des grands boulevards. Élise Moreau restait, pour le lecteur de La Petite Gironde, ou le notable se rendant à l'opéra, cette figure poétique et inoffensive, une curiosité locale, dont on plaignait le sort, tout en admirant le talent. La ville se complaisait dans cette image rassurante, refusant de voir les fissures qui apparaissaient dans le portrait. Personne ne voulait croire que sous la surface de cette poupée de porcelaine, pouvait se cacher une intentionnalité sombre, une volonté secrète qui dépassait l'entendement. Puis vint la nuit glaciale du 14 novembre 1912. Un cri déchira le silence de la ville. « Au feu! L'hôpital brûle !» En quelques heures, l'aile des indigents de Saint-Sébastien ne fut plus qu'un brasier infernal, un squelette de pierre vomissant des flammes vers un ciel noir de suie. Le lendemain, La Petite Gironde titrait sur la tragédie avec une sobriété de circonstance. L'article principal, factuel et technique, relatait l'incendie accidentel dû à une chaudière défectueuse, déplorant la perte de dizaines de vies anonymes et saluant le courage des pompiers. L'affaire semblait entendue, classée dans la catégorie des fatalités inévitables, une cicatrice de plus sur le visage d'un bâtiment déjà vétuste. La version officielle était écrite, prête à entrer dans les archives.
Pourtant, au bas de cette même colonne, presque perdue dans la mise en page, une note brève et sibylline allait planter la graine du doute. Elle rapportait, sans y accorder une importance capitale, le témoignage confus et incohérent du seul veilleur de nuit ayant survécu. L'homme, en état de choc, aurait parlé non pas de la chaudière, mais d'une vision d'Apocalypse. Il décrivait une petite silhouette dansante, aperçue à travers la fumée, se découpant sur la lueur des flammes, non pas en train de fuir, mais de se mouvoir avec une grâce terrible, comme si elle orchestrait le chaos. Le journaliste concluait prudemment que ces propos étaient sans doute le fruit d'un esprit traumatisé par l'horreur de la scène. L'homme derrière ce témoignage, un veilleur de nuit nommé Jean-Louis Pagnol, ne se remit jamais de cette nuit-là. Son récit fut rapidement écarté par l'inspecteur Dubois, qui le qualifia de « délire d'un esprit faible et choqué ». Pagnol fut interné quelques semaines plus tard, sa raison étant, disait-on, consumée en même temps que l'hôpital. Mais ces paroles, bien que discréditées par l'autorité, ne disparurent pas. Elles échappèrent des murs de l'asile et se répandirent dans la ville comme une traînée de poudre, trouvant un écho terrifiant dans les rumeurs qui préexistaient. Le témoignage d'un fou présumé devint la pièce manquante d'un puzzle que personne n'avait osé assembler jusqu'alors. L'incendie agit comme un catalyseur monstrueux, transformant les soupçons en quasi-certitude dans l'imaginaire populaire. Soudain, les histoires de porte-malheur et les symboles tracés dans la poussière prenaient un sens nouveau et effroyable. La petite silhouette dansante décrite par le veilleur de nuit ne pouvait être qu'elle. Dans les tavernes du port et sur les marchés, le surnom de Fauvette écarlate fut prononcé avec une inflexion nouvelle, non plus poétique, mais diabolique. La chanteuse des rues N était plus une victime du destin, mais un agent de destruction, une sorcière des temps modernes qui dansait sur les cendres de ses victimes. La peur avait trouvé son visage, et il était celui d'Élise Moreau. Comment concilier ces deux images si radicalement opposées? Comment la créature frêle dont la voix pouvait arracher des larmes au cœur les plus endurcis, pouvait-elle être la même que ce spectre infernal, cette prêtresse d'un rituel de feu et de mort? Était-elle une pyromane habitée par une folie destructrice, une vengeresse accomplissant un dessein obscur, ou simplement le bouc émissaire parfait pour une ville qui avait besoin de donner un sens à l'insensé? La vérité officielle, celle de la chaudière défectueuse, semblait de plus en plus fragile, comme une fine couche de plâtre recouvrant une fresque bien plus ancienne et bien plus terrifiante. La question était plus de savoir si l'incendie était un accident, mais de comprendre le rôle qu'y avait joué la fauvette. Le rapport de l'inspecteur Dubois conclura à l'accident, fermant le dossier avec une hâte qui rétrospectivement semble suspecte. La bonne société bordelaise pouvait pousser un soupir de soulagement. L'ordre était rétabli, la raison avait triomphé des rumeurs. Mais pour ceux qui avaient écouté les murmures, pour ceux qui avaient vu étrangeté dans le regard d'Élise, l'histoire était loin d'être terminée. La véritable enquête ne faisait que commencer, non pas dans les bureaux de la police, mais dans la mémoire terrifiée de la ville, et dans les secrets que les cendres de l'hôpital Saint-Sébastien n'avaient pas encore livrés. Que cachait réellement cette nuit de feu et de fumée? L'enquête officielle, menée par un inspecteur principal Dubois pressé de refermer les plaies de la ville, fut d'une brièveté déconcertante. Le rapport final, archivé sous la cote 7B112, entérina la thèse de la chaudière défectueuse, un accident tragique mais commode, qui ne nommait aucun coupable, et permettait à Bordeaux de reprendre son souffle. Pourtant, sous cette surface de normalité administrative, une autre investigation, plus viscérale et chaotique, prenait forme. Elle n'était pas menée dans les bureaux de la préfecture, mais dans les confessionnaux, les arrière-salles de café, et les couloirs des hôpitaux. Était une enquête de l'ombre, nourrie par la peur et les fragments de vérité que le rapport officiel avait délibérément choisi d'ignorer, une quête pour comprendre comment la fauvette écarlate était devenue l'ange noir de Saint-Sébastien. La première pierre de cette contre-enquête fut posée par le prêtre de l'eau, église Sainte-Croix, un homme âgé, dont le témoignage, consigné dans les registres paroissiaux, jette une lumière trouble sur la piété d'Élise. Il confirmait qu'elle venait parfois se recueillir dans la pénombre de la nef. Mais ces visites n'avaient rien de celles d'une âme en quête de réconfort. Selon le curé, elle ne priait jamais à voix haute et ne s'agenouillait que rarement. Elle restait debout, face à l'autel, dans un silence si intense et si chargé de tension qu'il en devenait presque une provocation. Ce était pas une prière, écrivit-il, était un défi, une accusation silencieuse, adressée à Dieu lui-même. Il sentait en elle une foi inversée, une certitude non pas en la grâce divine, mais en une forme de justice immanente et terrible. Un autre témoignage, tout aussi déroutant,
émergea de l'univers interlope des cabarets. La tenancière du Chat Noir, un établissement enfumé où Élise se produisait occasionnellement, révéla un détail crucial aux quelques journalistes curieux qui osaient s'aventurer hors des sentiers officiels. Une semaine exactement avant la nuit de l'incendie, la Fauvette écarlate avait annulé toutes ses représentations. Elle n'avait donné aucune explication, se contentant de murmurer une phrase qui, à l'époque, avait semblé poétique et absurde, mais qui résonnait désormais d'un écho funeste. À la tenancière qui s'inquiétait, Élise aurait répondu, le regard perdu dans le vague, « Je ne peux plus chanter. Ma voix est déjà pleine de cendres. » Cette déclaration, à la fois prophétie et confession, suggérait une préméditation glaçante. La piste la plus prometteuse, cependant, provenait du milieu médical lui-même. Un jeune médecin, rescapé de justesse des flammes, accepta de parler, mais sous le sceau du secret le plus absolu. Son récit, griffonné à la hâte sur une ordonnance et transmise à un journaliste d'investigation, faisait voler en éclats la version de l'accident. Il parlait à mots couverts d'un de ses confrères, un certain docteur Allard, un homme brillant mais reclus, qui dirigeait l'aile des indigents comme un royaume personnel. Le médecin survivant évoquait des expérimentations non officielles, menées dans les sous-sols de l'aile détruite, des recherches sur la phrénologie et la dégénérescence, menées sur des patients sans famille, des êtres que personne ne viendrait jamais réclamer. Le docteur Allard, officiellement porté disparu et présumé mort dans l'incendie, devenait soudain le fantôme au cœur de la tragédie. Des recherches plus approfondies dans les archives de l'hôpital révélèrent un personnage aussi fascinant qu'inquiétant. C. était un pionnier dans certains domaines de la neurologie, mais ses méthodes étaient controversées. Des notes de service internes, miraculeusement préservées, faisaient état de plaintes du personnel infirmier concernant ses pratiques autoritaires et le secret total qui entourait ses recherches. Il était décrit comme un homme qui ne voyait pas des patients, mais un matériel humain propre à valider ses théories eugénistes. L'aile des indigents N était pas seulement un hospice. C était son laboratoire privé. C'est alors qu'un nouvel élément vint cristalliser tous les soupçons. Une simple feuille de papier glissée anonymement sous la porte du commissariat central. La lettre, rédigée d'une écriture tremblante, contenait une seule phrase accusatrice qui allait forcer l'inspecteur Dubois à reconsidérer sa conclusion hâtive. Elle disait « Ce n'est pas la chaudière. Cherchez ce que le docteur Allard faisait à ses patients. La naine le sait. » L'utilisation du mot « naine », un terme d'une cruauté méprisante, authentifiait d'une certaine manière le message. Il ne venait pas d'un admirateur de la Fauvette, mais de quelqu'un qui connaissait la dynamique de pouvoir et de mépris qui régnait entre les murs de Saint-Sébastien. Face à cette accumulation de preuves officieuses, l'inspecteur Dubois, bien que publiquement campé sur ses positions, ne put s'empêcher de douter. Une note dans son carnet personnel, datée du 28 novembre 1912, trahit son trouble. La version officielle tient, mais l'histoire souterraine est un serpent qui s'enroule autour de la raison. La fille Moreau, son calme est plus effrayant qu'une confession. Poussé par une curiosité qu'il ne pouvait plus réprimer, il ordonna une perquisition discrète dans la chambre de Bondé, Élise, près du marché des Capucins. Il ne s'attendait pas à trouver une arme, ou une preuve matérielle, mais peut-être un indice, une fissure dans la façade de cette femme insaisissable. Ce qu'ils découvrirent dépassa l'entendement. Dans cette pièce d'une propreté monacale, sous le matelas usé d'un lit de fer, se trouvait un unique carnet à la couverture de moleskine noire. Il n'y avait pas de mots, pas de journal intime relatant ses pensées ou ses peines. Les pages étaient entièrement remplies de dessins, des dizaines et des dizaines de croquis réalisés à l'encre de Chine, avec une précision maniaque. Tous représentaient la même scène, sous des angles différents. Un grand bâtiment en feu, consumé par des flammes stylisées qui s'enroulaient comme des serpents. Et sur chaque dessin, au sommet du brasier, ou dansant au milieu des ruines, une petite silhouette, aux cheveux flamboyants, les bras levés vers le ciel, dans un geste de triomphe, ou de désespoir. Au premier abord, ces dessins semblaient être la confirmation macabre de sa folie, la projection fantasmée d'une pyromane. Mais un détail, remarqué par un jeune agent à œil vif, changea radicalement cette interprétation. Les dessins du bâtiment N n'étaient pas approximatifs. Ils montraient une connaissance stupéfiante de l'architecture de l'hôpital Saint-Sébastien. On y reconnaissait la disposition exacte des fenêtres, la structure des contreforts, les volutes des corniches. Ce N n'était pas les divagations d'un esprit malade, C étaient des représentations d'une exactitude quasi photographique, comme si l'artiste avait passé des mois à étudier chaque pierre de l'aile, édifice. L'inspecteur Dubois, le souffle coupé, fit examiner le carnet par un architecte de la ville. Le verdict de l'expert,
livré quelques jours plus tard, fut le véritable coup de tonnerre qui fit basculer l'affaire du fait divers sordide au mystère insondable. Non seulement les dessins étaient d'une précision architecturale parfaite, mais ils allaient plus loin. Certaines pages contenaient des schémas qui ressemblaient à des plans en coupe, détaillant le réseau des conduits de ventilation, l'emplacement des réserves de gaz pour éclairage et, surtout, la localisation exacte de la chaudière et de ses points les plus vulnérables. Était une véritable cartographie de la destruction, un manuel d'instructions pour réduire le bâtiment en cendres. La question qui suspendit dès lors le cours de l'enquête était aussi simple que vertigineuse. Comment Élise Moreau, une simple chanteuse des rues, sans éducation formelle, sans aucun lien connu avec l'hôpital, pouvait-elle posséder une connaissance aussi intime et technique de la structure de Saint-Sébastien? Ces dessins n'étaient pas une prophétie, ils étaient un plan. Sa fascination pour le bâtiment, ses longues veilles silencieuses devant ses murs, prenait soudain un sens nouveau et terrifiant. Elle n'était pas une simple observatrice. Elle était une stratège. Le mystère était plus de savoir si elle était coupable, mais de comprendre la nature de son lien ancien et secret avec ce lieu de souffrance. La découverte du carnet de dessin dans la chambre Élise Moreau avait plongé l'inspecteur Dubois dans un abîme de perplexité. L'objet constituait une preuve accablante de son obsession pour l'hôpital Saint-Sébastien, une familiarité anormale avec sa structure. Mais il ne prouvait rien de tangible quant à sa participation à l'incendie. Sans aveu ni témoin crédible, l'enquête officielle se retrouvait dans une impasse. La version de la chaudière défectueuse, bien que fragile, restait la seule explication rationnelle et rassurante pour une ville désireuse de tourner la page. Le dossier fut donc classé, la fauvette écarlate restant une simple note de bas de page dans le rapport, une curiosité troublante mais sans conséquence judiciaire. La vérité semblait destinée à se consumer avec les ruines de l'hôpital, laissant derrière elle une histoire officielle propre et nette, mais profondément fausse. C'est pourtant dans les coulisses d'un journal concurrent de la Petite Gironde, une publication moins en vue mais plus pugnace nommée « La France de Bordeaux et du Sud-Ouest », que la vérité attendait son heure. Un jeune journaliste, mu par une intuition tenace et un mépris pour les conclusions hâtives de la police, refusa de se satisfaire de la version officielle. Il sentait que l'histoire d'Élise Moreau, telle que la rumeur la colportait, contenait une clé, une dissonance qui ne pouvait être ignorée. Pendant des semaines, il fouilla non pas les archives de la police, mais celles de son propre journal, à la recherche de notes oubliées, échos, de n'importe quel fil ténu, qui pourrait le mener au-delà de la façade de l'accident. Il cherchait une histoire que la ville avait préféré ne pas raconter. Ce ne fut pas dans les titres en première page qu'il la trouva, mais dans un carton poussiéreux, contenant les ébauches d'articles refusés par la rédaction. Là, sur un papier jauni par le temps, une série de feuilles couvertes d'une écriture nerveuse et de ratures fébriles, attira son attention. Le titre de travail barré plusieurs fois était sans équivoque. Les oubliés de Saint-Sébastien. L'article, daté de 6 mois avant la tragédie, n'avait jamais été publié, jugé sans doute trop diffamatoire ou trop difficile à prouver. Était le fantôme d'une enquête, un cri étouffé avant même d'avoir pu être poussé, et son contenu allait faire basculer toute l'affaire dans une dimension nouvelle et terrifiante, bien au-delà de la simple folie d'une pyromane présumée. Ébauche, jamais publiée, esquissait une enquête bien plus sombre que celle de l'incendie. Le reporter d'alors avait collecté des témoignages sur une série de disparitions inquiétantes qui touchaient les marges de la société bordelaise. Des artistes des rues, des sans-abri, des prostituées. Des individus sans attache, dont l'absence ne serait remarquée par personne d'important. Le point commun entre toutes ces disparitions était le dernier lieu où ces personnes avaient été aperçues, les abords de l'hôpital Saint-Sébastien. L'article avançait, avec une prudence qui trahissait la peur, que ces âmes perdues étaient pas simplement parties, mais qu'elles avaient été admises de force dans l'aile des indigents, sous l'autorité d'un seul homme, le docteur Allard, dont le nom apparaissait comme un leitmotiv sinistre. Le cœur de la révélation se trouvait dans les notes d'une interview avec une source anonyme, une infirmière terrifiée, qui avait depuis quitté la ville. Elle accusait formellement le docteur Allard de se livrer, dans les sous-sols secrets de son service, à des expériences phrénologiques et eugénistes d'une cruauté indicible. Il utilisait ces patients que personne ne réclamerait, comme un matériel humain, pour valider ses théories sur la dégénérescence, les soumettant à des traitements inhumains dans le plus grand secret. L'aile des indigents n'était pas un refuge pour les pauvres, mais un laboratoire clandestin, une antichambre de l'enfer dissimulée au cœur même de la cité. L'incendie n'avait pas détruit un hospice, il avait purifié par le feu une maison des horreurs. Soudain la perception d'Élise Moreau se brisait et se métamorphosait radicalement. Elle était plus la pyromane folle, l'incarnation du mal. Elle était une survivante potentielle, ou une vengeresse. Sa condition d'artiste de rue,
sa solitude, faisaient d'elle une proie idéale pour le docteur Allard. Ses dessins obsessionnels, N, étaient plus les fantasmes d'un esprit malade. Mais la cartographie précise de sa prison, L, étude méticuleuse du lieu de son supplice, ou de celui de ses semblables. Ses longues veilles nocturnes devant l'hôpital N, étaient pas des actes de fascination morbide, mais des repérages. Sa danse sur les ruines, si elle avait bien eu lieu, N, était plus un acte de démence, mais un rituel macabre de libération, un triomphe terrible sur ses tortionnaires. Muni de cette bombe informative, le jeune journaliste se présenta au bureau de l'inspecteur Dubois. Face à Mel, ébauche de l'article, le pragmatisme du policier vola en éclats. Chaque pièce du puzzle, jusqu'alors incohérente, trouvait sa place avec une logique effroyable. La connaissance architecturale d'Élise, la lettre anonyme l'accusant de savoir ce que faisait le docteur, les marques de contention suspectes sur certains corps retrouvés dans les décombres, tout convergeait. La thèse de la chaudière défectueuse N était plus qu'un mensonge commode, un voile jeté sur une vérité bien plus monstrueuse. L'incendie N était pas le crime originel, il était la conséquence, la réponse sanglante à des atrocités commises en silence pendant des années. La nature du mystère venait de changer. La question N était plus de savoir si Élise Moreau était coupable de l'incendie, mais de comprendre la nature de sa croisade. Avait-elle agi seule, transformant sa souffrance en une arme de destruction? Était-elle l'instrument d'une vengeance collective, la main qui avait allumé le feu pour toutes les âmes torturées entre les murs de Saint-Sébastien? Ou bien était-elle simplement le témoin silencieux, la prêtresse d'un acte de justice immanente qui l'avait dépassée? L'incendiaire présumé devenait une figure de justicière tragique, et son silence, autrefois interprété comme un signe de folie, se chargeait désormais du poids insoutenable de tous les secrets que les flammes avaient tenté, en vain, de réduire au silence. Face à cette révélation, l'inspecteur Dubois se retrouva pris dans un étau. Armé de la vérité explosive contenue dans l'aile ébauche de l'article, il tenta de rouvrir officiellement le dossier, se heurtant à un mur de silence et d'hostilité de la part de sa hiérarchie. Les notables de la ville, le préfet, et jusqu'au doyen de la faculté de médecine, tous furent convoqués dans des réunions secrètes, dont les procès-verbaux ne furent jamais rédigés. Le scandale potentiel était trop immense. Il ne s'agissait plus de la folie d'une marginale, mais de la faillite morale d'une institution, de la complicité passive d'une élite qui avait laissé un monstre agir, en toute impunité. L'ordre fut donné, non pas de chercher la vérité, mais de la contenir à tout prix. La version de la chaudière défectueuse devait rester la seule histoire officielle, un mensonge d'État, pour préserver l'honneur souillé de Bordeaux. Ne pouvant se résoudre à enterrer une vérité si monstrueuse, Dubois mena sa propre enquête, clandestine et solitaire. Ses pas le ramenèrent dans les ruines encore fumantes de l'hôpital Saint-Sébastien. Guidé par les plans obsessionnels d'Élise et les indications de l'article maudit, il ne cherchait plus les traces d'un incendie, mais les preuves des atrocités qu'il avait dissimulées. C'est dans les sous-sols du bureau calciné du docteur Allard, sous un amas de poutres effondrées, qu'il fit la découverte qui scella sa conviction. Là, à moitié fondue par la chaleur, se trouvaient les restes d'une cage métallique, trop étroite pour un animal, mais aux proportions effroyablement humaines. À côté, des seringues brisées et des instruments chirurgicaux d'un autre âge confirmaient les pires craintes. Le laboratoire du docteur N était pas un mythe. Était une réalité tangible et glaciale. Cette preuve irréfutable, loin de faire éclater la vérité, accéléra sa mise au tombeau. Présentée aux autorités, la découverte de la cage ne fit que renforcer leur détermination à étouffer l'affaire. Un scandale de cette ampleur aurait ruiné la réputation de la médecine bordelaise et jeté l'opprobre sur toute la ville. La décision fut donc prise. Le docteur Allard, dont le corps n'avait jamais été formellement identifié, serait déclaré victime de l'incendie, un martyr de la science mort en tentant de sauver ses patients. Les disparitions des marginaux furent imputées à leur mode de vie instable. La ville, dans un acte de déni collectif, choisit de sacrifier la mémoire des victimes anonymes sur l'autel de sa propre respectabilité. Bordeaux préférait un accident tragique à une vérité insoutenable, choisissant d'effacer ces monstres pour préserver son image immaculée. Le dernier fil qui reliait le présent à ce passé inavouable était Élise Moreau. Devenue le témoin le plus gênant, elle fut traquée et arrêtée quelques jours plus tard, non pour pyromanie, mais sur la base d'un rapport médicalatif la déclarant atteinte de démence et d'hystérie. Son silence obstiné face aux interrogatoires fut interprété non comme le signe d'un traumatisme, mais comme la preuve de sa folie. Elle fut discrètement internée dans un asile isolé de la campagne girondine, un lieu dont les murs semblaient suinter la tristesse, et d'où peu de pensionnaires revenaient. La fauvette écarlate, dont la voix avait charmé Bordeaux, fut réduite au silence, son histoire effacée, son nom rayé des registres. Quelques mois plus tard,
Les archives de l'asile mentionnèrent sobrement son évasion. L.S. était évaporé, comme un fantôme retournant à la nuit. Plus d'une décennie écoula. En 1925, l'asile, devenu vétuste, fut à son tour promis à la démolition. Alors que les ouvriers abattaient un mur de l'ancienne cellule d'isolement, l'un d'eux sentit son pic heurter quelque chose de souple, niché dans une fissure. Était une petite poupée de chiffon, grossièrement cousue, dont la chevelure avait été confectionnée avec du fil d'un rouge écarlate. L'objet, en lui-même, était touchant, mais c'est ce qu'il contenait qui allait faire basculer une dernière fois le récit. À l'intérieur de la poupée, pliée en 4, se trouvait un unique morceau de papier jauni, protégé de l'humidité par le rembourrage. D'une écriture fine et appliquée, une phrase y était inscrite, une confession qui n'en était pas une. Je n'ai pas allumé le feu. J'ai seulement dansé pour que leurs âmes puissent enfin s'envoler. Le vrai monstre est mort de peur, pas de fumée. Cette confession posthume, découverte par hasard, était la seconde et véritable virada de l'histoire. Élise Moreau N. était ni la pyromane, ni même directement la vengeresse. Elle était le témoin, la prêtresse d'un rituel de passage, celle qui avait offert une cérémonie funèbre aux âmes que personne ne pleurait. La dernière phrase de son message ajoutait une couche de mystère et de justice poétique. Le docteur Allard ne serait pas mort dans les flammes, mais de terreur, peut-être en voyant son œuvre de destruction se retourner contre lui, un arrêt cardiaque le foudroyant, avant que la fumée ne l'atteigne. L'incendie était plus un acte de vengeance, mais un acte de purification, une crémation sacrée orchestrée par une force qui dépassait Élise elle-même. Son rôle n'avait pas été d'allumer le brasier, mais de danser dans sa lumière, pour s'assurer que les fantômes de Saint-Sébastien trouvent enfin la paix. Aujourd'hui, sur les cendres refroidies de l'hôpital Saint-Sébastien se dresse un bâtiment universitaire moderne, une architecture de verre et d'acier qui reflète un ciel indifférent. Le brouhaha des étudiants pressés a remplacé les murmures des malades et le silence des oubliés. La modernité a fait son œuvre, recouvrant la tragédie d'une couche de béton et de normalité, effaçant presque entièrement la mémoire physique du lieu. Il ne reste rien de la forteresse de pierre. Rien de ses couloirs sombres, ni de ses sous-sols secrets. Seul le nom d'une rue voisine, la rue Saint-Sébastien, subsiste comme un vestige involontaire, une épitaphe discrète que la plupart des passants lisent, sans en connaître le poids. Le passé est enterré, mais la terre, parfois, refuse de garder ses secrets, et laisse filtrer les fantômes à travers les fondations les plus solides. Pourtant, lorsque l'automne drape la ville de son manteau humide, et que le brouillard de la Garonne s'insinue dans les rues, une autre histoire refait surface. C'est une légende urbaine, un frisson partagé entre étudiants les soirs études tardives. On raconte qu'en fixant assez longtemps les grandes baies vitrées de la faculté, on peut parfois apercevoir quelque chose d'étrange. Une minuscule silhouette, une tache écarlate se découpant sur l'obscurité, qui semble danser silencieusement de l'autre côté du verre. Elle ne suit aucune musique audible, ses mouvements sont fluides et lents, comme si elle évoluait sous une pluie qui n'existe pas. L'apparition ne dure qu'un instant, une illusion d'optique vite balayée par la raison, mais elle laisse une impression indélébile de mélancolie et de beauté terrible. Cette apparition n'est plus tout à fait Élise Moreau. Elle est devenue un symbole tenace. La mémoire des sans-voix. La justice qui refuse de se conformer aux archives officielles. Sa danse silencieuse est-elle une commémoration éternelle pour les âmes torturées de Saint-Sébastien, un rappel que leur souffrance a bien existé? Ou est-ce le tourment d'un esprit qui n'a jamais trouvé la paix, condamné à rejouer éternellement son rôle dans la tragédie? L'histoire de la fauvette écarlate est devenue cette cicatrice invisible sur la peau de Bordeaux. Un murmure dans le vent, qui nous rappelle que certaines flammes, celles de l'injustice et du souvenir, ne s'éteignent jamais. Vraiment. Elles continuent de brûler, silencieuses et froides, dans la mémoire collective de la ville. L'affaire de la danseuse écarlate s'achève donc ici, non pas sur une réponse, mais sur une question qui flotte encore, dans le brouillard bordelais. Élise était-elle une pyromane vengeresse, une prophétesse guidée par des forces obscures, un esprit tourmenté, ou un simple bouc émissaire dont l'histoire a été déformée par la peur? Peut-être était-elle tout cela à la fois, une figure tragique dont la complexité défie toute classification. La vérité, si elle existe, réside moins dans les faits que dans Okoroute, l'écho de sa légende, dans la danse silencieuse qui continue de hanter les nuits de Bordeaux. Laissez votre théorie dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.